Depuis les années 70, le chômage est très élevé en France. Malgré une baisse depuis une dizaine d'années, les indicateurs semblent repartis à la hausse. À un moment où le gouvernement souhaite modifier les règles d'indemnisation, nous nous interrogeons aujourd'hui sur le cas particulier de la France, tout en le comparant avec ses voisins européens, avec Gérard Marie-Henry, professeur d'économie. Catherine Vautrin vient d'annoncer il y a quelques jours, notre ministre du Travail, une modification des règles d'indemnisation du chômage. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, il serait intéressant de revenir justement sur ce concept de chômage, ce qu'il est exactement, le comparer avec nos voisins européens. Et Gérard, la première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que réellement le chômage, comment on le calcule? Parce qu'on a entendu pendant des années les règles selon ci, selon ça, et on n'avait pas les mêmes chiffres. Donc je crois qu'on a un peu harmonisé maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez nous repréciser justement comment se calcule le chômage aujourd'hui dans un premier temps? Donc il y a une organisation internationale du travail qui est basée à Genève et qui définit le chômage et que maintenant chaque pays reprend cette définition. Donc un chômeur, c'est quelqu'un qui est disposé à travailler, qui est donc à la fin d'un contrat et qui a le droit de s'inscrire pour une indemnité chômage. Alors là, on va voir que les règles d'indemnisation sont très différentes d'un pays à l'autre, mais on a déjà une idée du nombre de personnes qui tombent dans cette case. Et là, on peut faire des comparaisons sur le taux de chômage allemand, le taux de chômage français, etc. Et donc, la première chose qu'on peut dire quand même, avant de commencer à regarder dans le détail, c'est qu'il y a eu une amélioration assez sérieuse en ce qui concerne la France depuis 7-8 ans. Oui, je crois qu'on est revenu à un chiffre de 1982, donc tout à fait. Plutôt vertueux ces derniers temps, mais quand même on sent une remontée, certes lente, mais quand même une remontée ces derniers mois. Il y a une petite dégradation, on reste en dessous des 8%, et donc on s'est rapproché du taux de chômage allemand, les Allemands sont à 5,9%, donc on n'est pas si loin que ça. Et évidemment, on a quelque chose qui est un bémol important, c'est que notre taux de chômage des jeunes est quand même à peu près 3 fois supérieur au taux de chômage allemand. Alors pour calculer le taux de chômage des jeunes, on prend le nombre de personnes qui ont entre 16 et 24 ans et on regarde combien il y en a qui sont sur le marché du travail et combien il y en a qui sont demandeuses d'emploi. On le voit dans le graphique qui apparaît derrière nous. La question quand même qui revient souvent aujourd'hui sur le chômage, c'est qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'on a des offres d'emploi qui sont en hausse en permanence et dans le même temps, on a ce chômage qui, bon, je voulais dire, repart un tout petit peu à la hausse, mais quand même qui est très élevé en France, même s'il s'est un petit peu rabaissé. On était passé au-dessus de 10% à une époque, bon, on est revenu autour de 7. Et dans le même temps, on a énormément d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce paradoxe qui semble quand même très franco-français? Pas vraiment, en fait. Il y a deux raisons. La première raison, c'est que les postulants, ceux qui sont chômeurs et qui pourraient prendre un emploi, n'ont pas forcément les qualifications qui sont nécessaires pour que l'employeur dise « je vous prends ». Ça, c'est la première raison. Et effectivement, c'est un cas un peu français, puisqu'on a une population active qui est relativement peu qualifiée. Mais la deuxième raison, c'est que ces personnes qui pourraient prendre cet emploi, elles peuvent peut-être continuer à être encore chômeurs un certain temps. Donc on va avoir une deuxième raison qui est la générosité des indemnités chômage va inciter certaines personnes à se dire j'ai encore 6 mois devant moi à toucher les indemnisations, je vais peut-être pas tout de suite reprendre un job. Donc les deux facteurs concourent. Premier facteur, qualification insuffisante. Deuxième facteur, générosité de l'allocation chômage. Et c'est ça que Mme Vautrin va changer dans le décret du 1er juillet, puisque au lieu d'avoir une indemnisation qui pourrait aller jusqu'à 18 mois, on va descendre à 15 mois maximum. Alors justement, reparlons de cette générosité, parce que je crois que non seulement nous sommes généreux en termes de durée d'indemnisation, mais aussi en termes de montant d'indemnisation. Je crois que nous sommes champions du monde. Je crois qu'on va jusqu'à plus de 8 000 € d'indemnisation pour les cadres, évidemment. Oui, mais ça ne concerne qu'une toute petite partie des personnes. Donc, ce qu'il faut voir, c'est l'indemnisation de base de quelqu'un qui a un salaire qui est 1 fois, 2 fois, 3 fois le SMIC. On n'est pas tellement plus généreux que dans les pays étrangers. En fait, vous avez à peu près 70% et c'est à peu près la règle ailleurs. Sauf qu'en France, c'est pas plafonné. Si je prends l'exemple que vous avez cité des indemnisations de cadres supérieurs qui peuvent aller jusqu'à 8 000 € mensuels, aux Pays-Bas, c'est même pas la moitié. Donc 3 500. Alors j'en reviens donc ce décret qui devrait sortir le 1er juillet de la ministre du Travail. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va générer derrière des grèves? Parce qu'on entend bien que les syndicats ne se sont pas mis d'accord. Donc du coup, c'est le gouvernement qui tranche. Est-ce que ça ne va pas entraîner justement des conflits? Le scénario à la française qu'on a déjà vu pour la réforme des retraites, etc. Mais je suis sûr que ça ne
durera pas longtemps. En fait, en plus, la date choisie pour le décret est une date intelligente. L'application aura lieu au mois de décembre, c'est assez intelligent. Et puis, ça n'a pas quand même des impacts extrêmement importants, puisque cette réforme qu'on est en train de faire en France, elle est quand même moins sévère que la réforme que les Allemands ont faite en 2005, la réforme Hartz. Vous vous souvenez, le directeur des ressources humaines de Volkswagen, qui va être appelé par le chancelier de l'époque. Chancelier de l'époque, Schröder, voit que l'Allemagne est le mauvais élève européen, avec un chômage qui est supérieur à celui des Français. Et il va demander à Hartz qu'est-ce qu'il faut faire. Et Hartz va dire il faut changer les règles de l'assurance chômage. Et donc les règles allemandes qui sont en place depuis 20 ans sont quand même encore plus sévères que celles qu'on aura au mois de décembre en France. Donc le pas en avant n'est quand même pas trop douloureux. Alors, est-ce que vous pensez que ces règles, justement, qui vont être définies dans ce décret à paraître, donc, vont permettre d'atteindre le plein emploi? Je voudrais qu'on parle de cette notion de plein emploi, parce que, quelque part, il y a une discussion, on l'a entendu, de notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui, lui, considère que le plein emploi en France, c'est 7%, alors que dans le monde entier, on dit que le plein emploi, c'est plutôt autour de 5%. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a cette différence? Alors, en fait, ce concept de plein emploi est assez complexe, puisque, par exemple, quand on regarde le taux de chômage aux États-Unis, on s'aperçoit qu'il est en dessous de 4%, et si on ne réfléchit pas trop, on peut dire que les États-Unis sont en plein emploi. Or, il y a un énorme bémol qui est, ils n'ont pas beaucoup de chômeurs parce qu'il y a plein de gens qui sont sortis du marché du travail. Ils ont un taux d'activité qui est inférieur au taux d'activité français. Sur 100 personnes en âge de travailler en France, il y en a 67 qui sont sur le marché du travail. Aux États-Unis, c'est seulement 60. Donc il y a plein de gens qui ont eu des congés d'invalidité, enfin, qui sont passés devant un médecin, devant la sécurité sociale, etc., qui ne sont plus sur le marché du travail, donc ils ne peuvent plus être chômeurs. Donc le taux de chômage américain est un mauvais indicateur de ce qu'on peut appeler le plein emploi. Le plein emploi, moi je prendrais un exemple, ça serait les Pays-Bas. Je considère qu'il est au plein emploi, les Pays-Bas, parce qu'on a un taux de chômage qui est seulement de 3,6%, un taux de chômage des jeunes qui est 2 fois plus, 8%, et un taux d'emploi, le nombre de Néerlandais qui travaillent sur 100 personnes en âge de travailler, sur 100 personnes qui ont entre 16 et 65 ans, c'est plus de 80%, 82%. Donc là, on peut dire, là, on a plein emploi. Alors pour la France... Oui, vous ne répondez pas à ma question, parce que Emmanuel Macron avait quand même dit, lorsqu'il s'est présenté, le plein emploi en France, on va y arriver à 5%. Bon. On est plutôt donc je répète, plein emploi, il faut regarder quel est le nombre de gens qui sont réellement sur le marché du travail. Si vous avez moins de chômeurs, mais qu'il y a moins de gens qui sont sur le marché du travail, vous n'êtes pas vraiment en plein emploi. Il y a plein de gens qui sont chômeurs déguisés, on va dire, qui sont restés chez eux parce que leurs copains travaillent ou leurs copines travaillent ou ils ont une indemnité qui leur tombe parce qu'ils ont mal au dos. Donc, plein emploi, c'est un concept qu'il faut associer, enfin le taux de chômage, il faut associer ça à d'autres résultats et en particulier au taux d'emploi général. Alors pour la France, si on regarde ce que Mme Vautrin est en train de discuter et qui va passer en décret, on s'aperçoit qu'on a choisi un chiffre de chômage, 6,5%, à partir duquel on réduirait encore la générosité des allocations chômage. C'est-à-dire, si on arrive à 6,5, on considère qu'on a déjà un marché du travail qui est très tendu, qu'il n'y a pas beaucoup de raisons que vous restiez chômeur parce qu'il y a une forte demande de la part des entreprises. Et donc, au lieu d'avoir 15 mois d'indemnité, à ce moment-là, vous aurez moins. Donc, ça serait, pour la France, arriver à 6,5%. Ça serait un objectif. Si on arrive, et vous y croyez, vous, qu'on puisse redescendre à 6,5 ? Oui, dans 4-5 ans, les effets de la réforme dont on parle maintenant, qui devrait remettre à peu près 90 000 à 100 000 personnes en emploi. C'est à peu près ça ce qu'on escompte, c'est-à-dire des gens qui vont se dire il ne me reste plus qu'un mois, j'ai peut-être intérêt à chercher rapidement un job, et qui vont regarder, et qui vont trouver qu'il y a quelque chose qui leur convient, parce qu'il y a plein d'offres d'emploi, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc déjà, on a un nombre de personnes qui revient sur le marché du travail, ce qui fait monter le taux d'emploi des Français. Il y a plus de Français qui travaillent, qui sont actifs, qui gagnent, qui créent de la valeur, etc., des richesses, du PIB, enfin tout ce qu'il faut pour que la machine reparte. C'est un sujet en France, ce manque de productivité. Oui, mais ça fait tourner, ça fait partir la machine et ça crée de nouveaux emplois. Chaque fois que vous en créez un, en fait, il y a des petits morceaux qui vont se faire pour les autres. Donc on devrait descendre, à mon avis,
on devrait, vers 2030, être aux alentours de 6,5-6% de chômage seulement. Très optimiste. Il nous reste vraiment très peu de temps pour parler un peu comparatif avec les pays européens, donc ce qui se passe ailleurs sur les règles, et surtout de conclure sur la Suède, hein, qui est quand même un cas un peu atypique. Oui, justement, pour préparer l'émission, donc j'ai travaillé un peu sur l'ensemble des pays. C'est pour ça que j'ai aujourd'hui une petite feuille avec tous les chiffres. Normal. Et donc, je me suis aperçu qu'il y avait des pays d'Europe du Nord. En général, on les présente comme des pays qui réussissent à avoir à la fois beaucoup d'emplois, pas beaucoup de chômeurs, un niveau de vie élevé, etc. Or, en fait, la Suède est un contre-exemple. La Suède a un taux de chômage de 8,9. Vous vous rappelez le taux français que vous avez donné, 7,5. Un taux de chômage des jeunes de presque 24%, 23,9. Nous, on est à 16 quelque chose. Et un taux d'emploi qui n'est pas tellement supérieur au taux d'emploi français. Ils sont à 68 comme nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, ça montre que la générosité des allocations chômage, qui n'est pas extraordinaire en Suède, ce n'est pas le seul facteur qui crée du chômage. En Suède, on a un pouvoir syndical extrêmement important. Les syndicats sont très respectés, très importants dans l'entreprise. Et ces syndicats, en général, interdisent aux entreprises de licencier le personnel que l'entreprise a embauché. Vous avez embauché quelqu'un, vous devez le garder. C'est pas l'État qui décide, en Suède, c'est pas lui qui décide ça, mais c'est le syndicat de l'entreprise ou de la branche qui va dire « vous avez embauché quelqu'un, vous n'allez pas le virer ». Puis deuxième raison, c'est que les employeurs ont des cotisations sociales pour les assurances chômage qui sont fort élevées. Et donc, ils se disent, les employeurs, si j'embauche quelqu'un qui n'est pas qualifié, ça va me coûter cher, je vais être obligé de le garder, donc je l'embauche pas. Donc vous avez un taux de chômage qui n'est pas créé par la générosité des allocations chômage, elles ne sont pas très très généreuses, mais qui est créé par un marché du travail qui est rigide. Et ce qu'on a beaucoup moins en France, où on a des contrats courts, des CDI courts, etc. On échappe à ce modèle suédois que j'ai un peu découvert et qui est vraiment bloquant pour le marché du travail. Donc on ne retiendra pas le modèle suédois. Si vous aviez on conclut là-dessus. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, donc vous l'avez cité tout à l'heure. Les Pays-Bas, moi je le mets en tête, j'ai construit un indice en fait, qui est, vous prenez le taux d'emploi, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont en âge de travailler et qui travaillent. Donc dans certains pays c'est 80, comme les Pays-Bas. Dans d'autres pays, comme l'Espagne, c'est seulement 50. Donc vous voyez l'énorme différence. Les Espagnols ne sont pas sur le marché du travail. Donc vous prenez ce chiffre-là et vous retirez le taux de chômage général et le taux de chômage des jeunes, qui sont les deux mauvais points. Et donc vous arrivez à quelque chose où l'Espagne est complètement en dernier. Il lui reste 11,9. Les Pays-Bas sont à 70 et la France est à peu près en milieu de peloton, devant des pays comme le Canada, la Suède, l'Italie, etc. Donc on est déjà moins mauvais que l'on était il y a 10 ans. On a assoupli le marché du travail. On a un indice de misère du marché du travail qui a fortement baissé. On a un marché du travail qui fonctionne mieux. Alors j'espère qu'il va encore mieux fonctionner pour que ce taux de chômage des jeunes, qui est 2 fois le taux de chômage allemand, devienne à peu près identique.